Bonsoir à tous. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette soirée. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais partager ces moments scientifiques. Donc, parler dans cet auditorium, c'est quasiment une incitation à partager les propos de Marie Curie. Et donc, je reprendrai sa citation, à savoir qu'il est souvent beaucoup plus intéressant de s'intéresser aux idées de recherche plutôt qu'aux personnes qui les portent. C'est pourquoi ma présentation sera très courte. Donc, je suis professeure de chimie organique à l'université de Montpellier 2, actuellement en délégation au CNRS. Et j'appartiens à cette section assez merveilleuse dans sa conception et son titre du CNRS, c'est-à-dire la chimie du vivant, pour le vivant et par le vivant. Donc actuellement, je dirige le laboratoire Chiméco. Donc cet acronyme signifie chimie bio-inspirée et innovation écologique. Donc ce thème est bien le fil conducteur de mes recherches, à savoir que mon objectif principal est d'essayer d'innover en rassemblant deux champs disciplinaires qu'on a classiquement l'habitude d'opposer, l'écologie et la chimie. Donc je vais essayer de vous montrer ce soir que cette combinaison entre ces deux domaines est en train de faire naître un nouveau domaine scientifique qu'on appelle l'éco-catalyse, c'est ce que je vais vous présenter, qui est lui aussi le point de départ d'une nouvelle filière verte, qui réunissait la chimie et l'écologie. Le point de départ de cette filière verte s'appuie sur la connaissance d'une biodiversité mondiale assez extraordinaire, assez concentrée sur la zone équatoriale et qui se répand vers les tropiques, où il y a des zones de densité rouge, violette, assez intenses, qui traduisent une biodiversité très riche sur ces endroits. Quand on y réfléchit un petit peu, cette biodiversité exceptionnelle peut s'expliquer en termes de facteurs climatiques particuliers, mais aussi en termes de composition géochimique du sol, qui sont très clairement à l'origine d'espèces végétales, animales assez abondantes, mais également extrêmement précieuses et rares. Alors ces conditions géochimiques ne sont pas seulement à l'origine d'une biodiversité exceptionnelle, mais également évidemment à l'origine d'exploitations minières intenses qui occasionnent des impacts anthropiques majeurs. Donc vous voyez par exemple sur l'image qui est en haut à gauche, le schéma du fonctionnement d'une exploitation minière ultramoderne au sud de la Nouvelle-Calédonie, qui utilise le procédé d'hydrométallurgie, qui est à l'origine d'impacts majeurs sur la biodiversité calédonienne, pourtant qualifiée de point chaud mondial de la biodiversité. Image suivante, une exploitation minière en Chine qui est beaucoup plus archaïque, mais qui pourtant fonctionne avec beaucoup d'intensité. Le cliché suivant, c'est une ancienne mine du Gard, une des dernières mines de zinc françaises qui a été formée en 1992. Et les opérateurs miniers sont partis en laissant en l'état cette exploitation minière. Et puis en dessous, en bas à gauche, une exploitation de manganèse au Gabon. Deuxième exploitation mondiale de ce métal qui est exploité par le groupe français Eramet. Enfin, un scénario tout à fait similaire. En bas à droite, c'est une rizière qui est à proximité d'une ancienne exploitation de métaux lourds qui a complètement contaminé le riz, source alimentaire majeure pour le Vietnam, mais on trouve exactement le même scénario en Chine avec une menace des ressources alimentaires. Point commun, impact environnement majeur avec relativement peu de solutions pour essayer de remédier à cette pollution. Si on regarde en quelques chiffres ce qui a occasionné ces activités minières, les chiffres portent à réflexion. Vous voyez ici par exemple le plomb, sur 50 ans qui a été accumulé à plus de 700 000 tonnes dans l'environnement. Alors c'est un problème puisque le plomb est à l'origine de problèmes de saturnisme avérés. Or, comme l'ensemble des métaux lourds, ils ne sont absolument pas biodégradables, c'est-à-dire que l'accumulation de ces métaux est définitive dans l'environnement. Le zinc, plus d'1 million de tonnes, accumulé en 50 ans, et le cuivre, quasiment 1 million de tonnes, et le cuivre est extrêmement toxique pour toute la flore et la faune aquatique. Alors, il ne faut pas croire que ces chiffres à l'échelle mondiale concernent des pays éloignés comme la Chine. Ils sont également un problème pour la France. Donc, je vous ai montré un petit exemple à droite, en bas à droite, de relevés que nous avons fait sur le site dit de Saint-Laurent-le-Minier, qui est à 50 km de Montpellier, au bord des Cévennes, où vous voyez en marron les normes maximales tolérées par l'Europe en zinc, en cadmium et en plomb, et en rouge les valeurs que nous avons mesurées. Nous sommes 500 à 800 fois supérieurs à ce qui est acceptable par les normes européennes en ces métaux lourds.
Donc pas étonnant que des cas de saturnisme aient été détectés dans les habitations voisines, le hameau qui habite à côté de cet ancien site minier de Saint-Laurent-le-Minier. Donc scénario relativement proche en Nouvelle-Calédonie. Alors là, on ne parle pas de pollution, puisque le sol est naturellement riche en métaux, en particulier en nickel. Donc c'est 1/3 des ressources mondiales en nickel. En revanche, les exploitations intenses sont à l'origine d'une forte dégradation de cette biodiversité tant mise en valeur en 2010. Donc c'est 88% d'endémisme sur ce territoire calédonien, avec par exemple sur cette photo l'amborella, un arbre très connu puisque c'est l'ancêtre de toutes les plantes à fleurs. Eh bien, cette plante endémique est largement menacée par les activités minières, l'exploitation du nickel, qui est non seulement l'occasion d'une accumulation de déchets dont on ne sait que faire, mais également une destruction massive de la biodiversité. C'est également le point chaud de la dégradation de ces écosystèmes si précieux. Donc face à ce scénario assez compliqué, eh bien, il n'existe pas beaucoup de solutions efficaces. On a procédé à des phases d'excavation, de déplacement de la pollution ou d'enfouissement de ces déchets contaminés. Solution évidemment peu satisfaisante et mal acceptée par les populations voisines, vous l'imaginez facilement. Pourtant, la nature a développé des stratégies d'adaptation qui sont assez remarquables, qu'on appelle phytoextraction. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de plantes qui sont capables de tolérer des concentrations très élevées d'éléments métalliques dans le sol. Elles ont fini par s'adapter. Non seulement elles tolèrent donc des concentrations très élevées en éléments métalliques, mais elles font mieux encore, elles sont capables d'extraire du sol les éléments métalliques, de les transporter, puis finalement de les stocker, donc sous forme de complexes, à l'intérieur des cellules végétales, dans les feuilles. Donc ce scénario est assez extraordinaire et pourtant, il n'a pas eu beaucoup de développement. Pourquoi ? Parce que ces plantes ne sont pas pérennes et donc quand elles meurent, eh bien, les feuilles retombent sur le sol et donc finalement réintroduisent cette pollution sur le sol. Le scénario est même encore pire puisque c'est l'introduction de métaux sous forme soluble qui sont facilement lessivés lors des pluies ou des orages sur ces sols. Donc malheureusement, cette stratégie assez merveilleuse de la nature a été relativement peu développée pour contribuer à la réhabilitation de ces sites pollués et dégradés. Nous sommes intéressés de près à ces phénomènes d'adaptation naturelle en essayant de mieux les comprendre. En particulier, vous voyez ici un sol de Saint-Laurent-le-Minier complètement phytotoxique, concentration tellement élevée en métaux lourds qu'une plante normale est incapable de s'y développer. C'est un problème majeur en termes environnementaux, puisque sans couverture végétale, eh bien, les particules métalliques sont emportées dès qu'il y a un coup de vent, Mistral par exemple, qui souffle fort sur ces régions, et qui entraîne donc des particules métalliques vers les habitations voisines. C'est la principale cause d'intoxication des enfants qui vivent à proximité. En essayant de comprendre la vie physiologique des plantes qui ont réussi à développer ces stratégies d'adaptation, essayant de comprendre également la vie des micro-organismes associés à ces plantes, eh bien, nous avons été capables de lever le verrou de la phytoextraction à grande échelle et finalement, après 4 ans, à réintroduire pour la première fois ces espèces végétales sur ce site pollué. Et on voit lors d'un cliché pris au printemps dernier, un développement naturel, spontané et durable de ces plantes sur ces parcelles contaminées. Même étude en Nouvelle-Calédonie, où je vous ai expliqué un petit peu le scénario de dégradation des écosystèmes du territoire. Alors ceci est en plein développement, au laboratoire, en introduisant des espèces pionnières et locales qui sont soit des hyperaccumulateurs de nickel, soit des hyperaccumulateurs de manganèse. Pour les Calédoniens, ce sont des plantes ornementales. Pour nous, ce sont des espèces pionnières capables de résister à des sols très dégradés et d'accumuler les éléments métalliques présents dans le sol. Donc ces travaux à grande échelle, 6 hectares aujourd'hui, se font en collaboration avec les opérateurs miniers présents sur le territoire, en particulier la société Le Nickel, filiale du groupe Eramet. Ainsi, nous avons réhabilité des sites sur la province sud du territoire, à Thio, Kouawa la semaine dernière, mais également la province nord, sur le nouveau site de Tibagi. Donc, la phase réussie de réhabilitation de ces sites nous permet aujourd'hui de rentrer en collaboration avec l'ensemble des opérateurs miniers du territoire calédonien pour développer
donc ces scénarios, ces expériences de phytoextraction sur l'ensemble des surfaces dégradées. C'est un travail énorme, de longue haleine. Il est bien évident que si on ne réfléchit pas donc à une valeur économique de ces efforts de phytoextraction, on sera incapable de les mener jusqu'à leur terme. Il est donc évidemment très important d'être capable de répondre à cette question fondamentale. Comment peut-on valoriser cette biomasse qui extrait sans arrêt les éléments métalliques du sol, considérés comme contaminés par les écologues? Comment lui conférer donc une valeur, une dimension économique? C'est là que l'interface entre l'écologie et la chimie peut être fructueuse. Eh bien, en tant que chimiste, je n'y ai pas vu forcément une biomasse contaminée, mais au contraire un réservoir extrêmement précieux en éléments métalliques qui sont clairement menacés de disparition donc au niveau européen. C'est un épuisement très rapide des ressources minérales donc, qui se produit et qui gêne considérablement l'industrie chimique qui en a tant besoin. C'est ainsi le point de départ donc, de cette filière verte que je vous ai présentée et donc, que nous développons actuellement, à savoir faire des efforts de phytoextraction à grande échelle, donc de ces sols donc, dégradés par les opérations minières, ou des systèmes aquatiques eux-mêmes pollués par ces activités minières à l'aide de plantes adaptées. La récolte de ces feuilles chargées en éléments métalliques nous a permis, à travers un nouveau procédé breveté par le CNRS, de transformer ces feuilles en nouveaux catalyseurs pour la chimie, c'est-à-dire en nouvelles entités moléculaires qui vont être des facilitateurs de réaction et qui vont nous permettre de synthétiser des biomolécules telles que par exemple des médicaments grâce à ces éléments métalliques dérivés des feuilles qui les concentrent. Voilà toute l'idée de la filière qui montre finalement que la combinaison entre l'écologie et une chimie donc bio-inspirée donc peut être profitable et peut apporter les fonds financiers nécessaires pour mener jusqu'à leur terme les efforts de réhabilitation des sites miniers pollués. Alors ces efforts de phytoextraction à grande échelle, au-delà de la Nouvelle-Calédonie, dans différents pays du monde entier, on pourra en reparler donc tout à l'heure, nous a permis de développer des plantes capables d'accumuler du zinc, du nickel, du cuivre, du manganèse, du palladium, donc une biodiversité à notre disposition, nous a permis d'innover complètement en chimie et de mettre cette biodiversité au profit, au service d'une chimiodiversité extrêmement riche et de préparer toute une gamme de catalyseurs biosourcés qui permettent d'innover complètement en chimie. Ces catalyseurs sont appelés des éco-catalyseurs pour rappeler l'empreinte et l'origine écologique dont ils sont issus. Il s'agit ainsi, par exemple, aujourd'hui de catalyseurs au rhodium, un métal rare extrêmement précieux qui est stratégique pour l'industrie chimique européenne, nickel, platine, qui vaut 2 fois le prix de l'or, manganèse, cuivre, palladium, on en reparlera tout à l'heure, un élément stratégique également, zinc, donc cobalt et calcium. Quelques exemples pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la transformation finalement d'une plante qui est constante des éléments métalliques en un catalyseur pour la chimie. Vous voyez donc des plantes hyperaccumulatrices, par exemple de zinc, vous en voyez une ici, présente sur le site de Saint-Laurent-le-Minier. Donc la récolte des vieilles feuilles, après un traitement thermique donc approprié, nous permet d'obtenir une poudre métallique qui est activée et qui devient donc ce fameux éco-catalyseur. Donc, pour ne pas rentrer en compétition avec l'industrie métallurgique, nous n'avons pas cherché à obtenir une composition métallique pure, mais au contraire, à profiter de ce que la nature met à notre disposition, c'est-à-dire un métal phytoextrait par ces plantes spécialisées dans la phytoextraction, en association avec tous les métaux d'origine physiologique que toute plante a naturellement. Alors, c'est un défi donc de chimie, puisqu'on a là un cocktail métallique qu'il faut être capable de maîtriser et de rendre actif en synthèse. Un gros travail qui passe par une étude bien sûr très fine de la composition de ces catalyseurs, un effort pour comprendre l'agencement, l'arrangement de ces éléments métalliques dans le catalyseur, comprendre leur structure, l'architecture moléculaire de ces catalyseurs, réfléchir par des études théoriques et physico-chimiques à l'affinité que ces catalyseurs vont avoir pour les molécules qu'on souhaite transformer, et puis anticiper à l'avance l'activité qu'ils vont avoir dans des réactions chimiques d'intérêt pour le milieu économique. Un exemple, après donc des réflexions théoriques et fondamentales du domaine, nous avons été capables d'imaginer donc un chemin réactionnel très particulier qui pouvait bénéficier de ces nouveaux catalyseurs polymétalliques. Alors je ne décrirai pas les aspects chimiques, mais en revanche l'intérêt de la molécule finie.
Donc cette molécule est ce qu'on appelle le monastrol. Vous avez peut-être entendu parler de cette molécule. C'est ce qu'on appelle un antimitotique, c'est-à-dire une molécule qui va bloquer la mitose, à savoir bloquer la migration des chromosomes lors donc de la formation de cellules filles à partir d'une cellule mère. C'est-à-dire en gros bloquer donc la multiplication cellulaire. On sait très bien que le problème des cellules cancéreuses, eh bien, c'est leur multiplication incontrôlée. On voit alors tout l'intérêt d'être capable de préparer une molécule qui elle, bloque donc, cette multiplication cellulaire. Le problème de la mise sur le marché de cette molécule, eh bien, c'est la difficulté de sa production. Si on utilise un catalyseur conventionnel qui vient de la métallurgie, cette molécule est extrêmement difficile à préparer, donc 11% de rendement, c'est-à-dire quelque chose qui est parfaitement inexploitable d'un point de vue économique. Eh bien, quand on utilise nos éconickel, c'est-à-dire nos catalyseurs qui dérivent de plantes qui viennent de Nouvelle-Calédonie, on est capable de préparer cet antimitotique à hauteur de 72%. D'un point de vue théorique, ces bons résultats peuvent s'expliquer. Et donc, ça a été un encouragement à poursuivre dans cette voie et essayer eh bien, de détecter tout l'intérêt, toute la performance de ces nouveaux catalyseurs biosourcés. Donc, je ne multiplierai pas les exemples, j'en donnerai seulement quelques-uns qui montrent un petit peu l'esprit de notre démarche. Donc, ici, le programme que nous développons avec des écologues chinois, leur souci était très précis, c'est-à-dire des cultures de maïs étaient développées sur des sols contaminés par des métaux lourds et étaient impropres à la consommation. L'idée a été de faire des cultures mixtes, que vous devinez peut-être ici, au milieu des champs de maïs, donc de faire développer la culture de plantes capables d'accumuler les métaux lourds, que vous voyez ici en photo. Donc, le maïs a effectivement eu un taux plus réduit donc en métaux lourds, les plantes spécialisées dans l'accumulation s'appropriant les métaux lourds de façon préférentielle. Donc si le maïs était consommable, en revanche, le problème était de savoir quoi faire des plantes qui accumulaient les métaux lourds. Donc l'idée qui a été développée et mise en place a été de transformer ces plantes chargées en métaux lourds, là à nouveau en catalyseurs de chimie, avec deux applications complètement différentes et complémentaires. Première application, utiliser ces catalyseurs pour détruire des pesticides chlorés qui sont abondants dans l'environnement et qui sont un véritable fléau à l'heure actuelle. Ce sont les polluants organiques. Ceci a été possible par la catalyse, la photocatalyse, c'est-à-dire l'assistance de la lumière solaire qui va permettre, donc grâce au catalyseur, la dégradation, la neutralisation de ces pesticides. Neutraliser les pesticides dans l'environnement est quelque chose d'intéressant, mais si on veut donc être complètement cohérent, il faut être également capable de proposer de nouveaux pesticides, nouveaux insecticides, donc qui ne sont pas toxiques pour l'environnement. Ça a été la deuxième application avec ces catalyseurs, réfléchir à la synthèse de molécules présentes dans la nature qui sont connues pour des propriétés insecticides très pointues, très spécifiques, et qui sont dépourvues d'écotoxicité. À l'aide de données de la littérature, nous avons détecté la présence de molécules naturelles présentes dans des plantes qui avaient ces propriétés. Alors malheureusement, elles ne sont pas assez abondantes pour être utilisées à des fins industrielles. Il faut être capable de les synthétiser. C'est ces molécules qui s'appellent des chromènes. Bien, grâce aux catalyseurs dérivés des plantes chinoises, nous avons été capables de proposer la première synthèse économiquement viable de ces chromènes qui sont capables donc, de bloquer, par exemple, donc, la multiplication des termites à un stade très jeune de leur production, donc sans toxicité environnementale. Donc, l'ensemble de cette démarche nous a permis de revisiter tout le domaine de la chimie organique et un très grand nombre de mécanismes réactionnels. Donc, ceci a été l'objet du dépôt de 16 brevets pris par le CNRS, 17 depuis tout à l'heure, donc qui ont conduit à de nombreuses applications. Un effort important, mais nécessaire pour transférer l'ensemble de ces résultats vers le milieu industriel. L'autre enjeu de ce travail n'est pas simplement un enjeu environnemental, c'est vraiment un enjeu stratégique pour l'industrie chimique. Je vais l'illustrer à travers un exemple très concret, c'est-à-dire c'est celui du palladium. Savoir que le palladium est très important pour la production d'un certain nombre de molécules, en particulier des médicaments. L'industrie pharmaceutique l'utilise abondamment. Le problème est l'accès au palladium. Il est extrêmement coûteux, donc le coût du palladium augmente sans arrêt. C'est très facile à comprendre. En fait, seuls 2 pays possèdent du palladium dans le sol et donc sont capables donc, de le produire et d'alimenter l'industrie chimique. Il s'agit de l'Afrique du Sud et de la Russie. Donc l'Afrique du Sud donc, est soumise à des grèves très dures donc, qui bloquent l'extraction du minerai depuis un moment. L'autre pays, la Russie, donc vous connaissez le conflit ukrainien
qui nous engage tous et qui menace l'industrie chimique européenne de pénurie en alimentation du palladium. Donc il est évident que l'Europe, n'ayant pas de ressources de palladium dans son sol, est condamnée, je vais dire, à l'innovation au niveau du recyclage, et c'est trouver des solutions donc, pour pallier à cette crise en approvisionnement du palladium. Nous inscrivons vraiment dans cette démarche à travers le système suivant, à savoir essayer de récupérer des effluents de l'industrie chimique qui utilisent le palladium, et donc le palladium se retrouve dans l'eau, et donc avant d'être retraités, nous essayons donc de récupérer ces effluents pour donc les retraiter par des plantes adaptées, des plantes qui sont capables par leur système racinaire d'extraire le palladium dans l'eau, de le concentrer. Donc le procédé qui a été développé a montré aussi qu'il était possible de transformer ces plantes chargées en palladium en nouveaux catalyseurs qui pouvaient être à leur tour utilisés dans cette même réaction chimique. La récupération de cet effluent est à nouveau recyclée à travers les plantes. C'est donc une économie de type circulaire qui permet finalement de se réapprovisionner en palladium. Et donc, c'est une première réponse à l'épuisement de l'alimentation en palladium. Plus concrètement, vous voyez un petit peu des chercheurs du laboratoire qui manipulent ces plantes qui sont chargées en palladium. Et la belle histoire montre que les catalyseurs produits à partir de ces plantes est beaucoup plus actif que le palladium qui dérive de la métallurgie. Donc là encore, des explications assez fondamentales peuvent rendre compte de cette suractivité. Vous voyez sur cette imagerie, ces petits points blancs qui sont des centres de palladium actifs dispersés sur la matrice minérale qui dérive de la plante, qui nous permettent de développer deux réactions qui sont connues, puisque ce sont les réactions de Heck et de Suzuki, deux chimistes américains et japonais qui ont reçu le prix Nobel en 2010, qui sont devenus des fondamentaux dans l'industrie pharmaceutique. Et bien, grâce aux catalyseurs dérivés de ces plantes, on utilise 1000 à 100 fois moins de palladium que les systèmes conventionnels. Il y a donc un enjeu réel à développer, cette catalyse complètement biosourcée. Alors, si je faisais un petit peu le panorama de toutes les applications qui ont pu être obtenues à l'aide de ces éco-catalyseurs, et on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez dans la discussion, on a été capable de préparer un grand nombre de médicaments à bas coût pour rentrer dans le domaine des génériques. Donc des biopesticides, je vous en ai montré un petit exemple tout à l'heure, celui des chromènes, de nombreux intermédiaires clés pour l'industrie chimique grâce à ces systèmes catalytiques. Et puis le gros débouché actuel, c'est d'être capable de préparer des produits cosmétiques mais dont les procédés ont été complètement revisités. Et grâce à ces catalyseurs, ils s'inscrivent totalement dans les règles européennes et permettent de conférer aux produits finis le label bio ou le label naturel. C'est donc un secteur qui est en plein développement à l'heure actuelle au laboratoire et qui se fait en collaboration avec deux grands groupes industriels du domaine. Il s'agit de Chimex, un groupe qui travaille pour L'Oréal, et son concurrent direct d'ailleurs, Takasago, le 5e dans le domaine des cosmétiques, au niveau mondial. Donc la belle histoire est finalement bien que le domaine des cosmétiques a montré un intérêt pour ces éco-catalyseurs, grâce aussi aux efforts des opérateurs miniers qui nous apportent un support financier logistique pour développer la phytoextraction à grande échelle, à savoir produire suffisamment de biomasse pour alimenter les besoins de la chimie. Alors ce travail est bien sûr également supporté par des structures étatiques telles que le CNRS. Je vous ai exposé le nombre de brevets qui a été déposé, ce qui est un effort financier important. L'ANR, l'Europe, la région Languedoc-Roussillon, l'ADEME, le ministère également des Affaires étrangères, puisque ce programme est développé aujourd'hui à l'international. Et puis finalement, l'investisseur Truffle Capital qui a choisi de créer la jeune entreprise innovante Stratos pour développer au niveau industriel l'ensemble de la filière, à savoir de la plante jusqu'à la molécule finie. Alors, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense que la recherche est un travail collectif et pas forcément personnel. Et donc celui-ci est possible grâce à l'ensemble du laboratoire. Vous en voyez une petite photo ici dans les locaux actuels où l'équipe CNRS travaille dans les locaux de son partenaire industriel. Donc c'est une expérience assez intéressante puisque c'est un mélange de différentes communautés, de chimistes et d'écologues qui travaillent ensemble, mais également de chercheurs du CNRS et puis des employés de la jeune entreprise Stratos, qui travaillent ensemble pour essayer de développer au plus vite les activités de cette entreprise dans le domaine de la chimie verte. Merci.